Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. On est le jeudi 1er octobre et l'été l'été apprenant et culturel continue évidemment sur la chaîne Twitch de Usul. La chevelure va super bien avec la musique. Oui, en effet, n'est-ce pas? Alors au programme, merci d'être passé, merci à ceux aussi qui ont souscrit à la chaîne, histoire de donner du pognon à Jeff Bezos. Je vais faire la liste quand même un petit peu des gens qui sont passés. Mais bon, je prends une partie du pognon de Jeff Bezos. On peut encore. Tout ne va pas à Jeff Bezos. Merci. Ploum Ploum Tralala qui a pris un abonnement de niveau 1 pour une durée de 2 mois. Merci à Croûte de Genou. Ah, c'est joli ça, oui, c'est mignon, c'est poétique. Merci à Sigrif pour ton abo d'il y a 2 minutes qui disait bonjour. Merci à Porteur Malsain qui a pris un abonnement aussi il y a 5 minutes. Merci, alors je rattrape un petit peu, à Marcadia qui a offert un abonnement à quelqu'un, je sais pas qui. Merci à Kirdir, merci à Lady Cassidy qui disait oui camarade. Merci à Dan Claff, 5 mois de droite, ça se fête en effet, c'est vrai, on a eu un été chargé mine de rien, mais encore il y a des trucs qui arrivent encore, hein. Moi je vous ai prévu des entretiens là avec du gratin, je vais vous raconter. Merci aussi à Kéraon qui a pris un abonnement il y a pas longtemps, il y a 7 minutes. Non, oui, c'est ça, petit bourdin malin, ça va être cool. Oui, alors le bourdin malin, c'est en deuxième partie. D'abord, on va lire un article, mais je vous explique ça juste après. Merci à Warlord 78, merci à Bob Morris aussi pour ton abo, et merci à... Faut que je remonte, puis après il va falloir que je redescende fatalement. Merci à Gatsulianov aussi. Ah mais c'était il y a 17h, donc là on a bien remonté déjà, on a trop remonté, mais merci quand même à Gatsulianov parce qu'il n'y a pas de raison. Merci aussi à El Samel, lui aussi c'était il y a 17h, lui ou elle, je sais pas. Et voilà, on va redescendre et on va arriver aux gens un peu plus récents. Salaud. Merci donc à Niram, qui dit bonjour. Merci à Mister Mimo aussi, qui dit aussi salut la gauche. Merci à Brainstorm TV et à Spicy... Spice Club 484 qui est pareil il y a pas longtemps. Yann Le Futé aussi que j'avais raté, hein, ça doit être Yann Le Futé. Yann Sias aussi prend ma Bezos monnaie pour regarder The Boys. J'ai pas regardé encore la saison 2, j'avoue. Alors que la saison 1 j'avais trouvé vraiment chouette, donc puis j'avais déjà lu les comics aussi, donc du coup je m'attendais à ce que ce soit un petit peu subversif et impertinent si tu veux. Voilà, je pense qu'on est bon là, mais merci aussi à tous les autres d'être passés. Alors pour ce qui est de l'habillage, en effet vous avez compris qu'il y a un petit décalage et que on n'est plus trop dans l'été apprenant et culturel, mais je suis en train de refaire l'habillage, j'exagère parce que du coup il y a un camarade illustrateur, Jean Fluflu, qui avait fait les illustrations pour le stream Reconductible, qui était très joli et qui s'est proposé de me faire quelques petites images très sympas pour agrémenter un petit peu mes layers. Merci Comet Leader, et donc le temps que je reçoive les trucs, que je les arrange pour que ça fasse des jolis layers, vous allez voir. Bonjour la gauche de l'économie réelle. Oui, on est la gauche de l'économie réelle. Quelle crinière soyeuse. Mais vous avez vu ça? Je fais un gag là-dessus dans Ouvrez les guillemets, mais je vais pas vous le spoiler parce que c'est une bonne blague et que moi ça m'avait fait rire. Donc je fais une blague cheveux dans Ouvrez les guillemets, mais c'est pas le sujet de tout l'épisode. Ah, il me faut du sucre pour mon café. Donc moi je suis de bonne humeur. Oh là là, ça n'arrête pas, c'est le train de la hype, c'est ça? Non, c'est même pas le train de la hype, c'est September peut-être le truc. Merci Zonzon25, j'espère que t'es pas en Zonzon, mais après si t'es dans le 25, ça y a pas de problème. Comet Leader, machin, non c'est bon, je suis à jour, je pense. Ah non, j'ai raté Toonpie 6, you are hot, are you hot? Toonpie 6, You Hot, qui a pris un abonnement aussi il y a 1 minute, et French Vipers Fan aussi, qui a pris aussi un abonnement il y a 1 minute. Donc là normalement je pense que je suis à jour. Je vais fermer le Facebook derrière, non même pas, tant pis, si ça fait toum, hein. Vous allez vous en remettre, c'est pas dramatique. T'as fait une fiche de lecture sur le bouquin de Lionel? Bah attends, je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Bon, mais c'est pas terrible, hein. Je vous avais dit que c'était pas terrible ou pas? C'est vraiment pas terrible, hein.
c'est les sociodémocrates, hein, c'est pas toujours palpitant, hein, mais bon. Merci As de Pique aussi. As de Pique qui disait tout à l'heure, ah chouette, on va parler de la chasse. Oui, on va parler de la chasse à courre. Merci aussi à Soukoru 2099, Soukoru, qui a offert 1 mois d'abonnement à Kili 7 minutes si. Bah merci beaucoup à tout le monde, moi je suis content. J'essaie de faire plus de streams là, même si je crois. Est-ce qu'il y en a eu un cette semaine ou... Je vais regarder, qu'est-ce que j'ai branlé moi? Qu'est-ce que j'ai branlé? Est-ce que j'ai streamé lundi par exemple? Parce que je crois que je me tiens pas trop à mon programme que j'avais dit, hein. Je vais vous le remettre mon programme, je vais voir si je l'ai là. Je suis pas sûr de m'y tenir. Par contre là je vais devoir m'y tenir, enfin je vais devoir me tenir à ce que j'ai annoncé, parce que là il y a de l'invité qui arrive la semaine prochaine. Pour ouvrir les guillemets, alors voilà, pour vous expliquer. Alors merci aussi, il faudrait pas que je rate. Non c'est bon. Non, bah merci personne. Voilà. La semaine prochaine, donc il y aura des entretiens, alors au moins 1 et peut-être 2 avec des femmes importantes et intéressantes que j'ai trouvé, que vous devriez connaître. J'avais sollicité en fait des entretiens pour préparer mon ouvrez les guillemets, parce que bah, finalement j'aime bien aussi quand ouvrez les guillemets je fais des entretiens avant d'écrire le texte, parce que ça permet déjà d'avoir des spécialistes en fait, pour pas dire de conneries, un petit peu comme j'avais fait sur l'épisode sur les masques. Où voilà, il y avait l'étude de Jean Jaurès, qui a été publiée sur le site de la Fondation Jean Jaurès, et donc du coup je suis allé chercher directement le chercheur. D'ailleurs cette idée elle était née sur ce stream, hein. Sur ce stream on avait lu ensemble un article du Monde, et on avait lu ce qu'avait dit Antoine Bristiel, et j'avais noté, je vous l'avais dit dans le stream, ah tiens lui je l'avais... Ah tiens, lui, il me suit sur Twitter, c'est marrant, le beau gosse là. Et donc du coup, je vais l'interviewer. Et alors, je pensais le faire en stream, et puis bon, avec le temps, j'ai pas trop eu le temps de le faire en stream. Par contre, il s'est retrouvé dans Ouvrez les guillemets. Merci à Monsieur Hall pour que Lionel Jospin passe plus de 35 heures à écrire ses bouquins. C'est vrai que ça serait sympa. Sponsor L'Oréal, exactement. Et donc là, alors Laëlia Véron, évidemment, je peux lui redemander, mais avec Laëlia Véron, on peut bavarder de tout et de n'importe quoi pendant des heures, ça peut être très très bien. Je peux demander à Laëlia, mais bon, vu que j'avais fait un épisode avec elle en fin d'année dernière, enfin en fin de saison dernière, donc ça veut dire il y a moins d'1 an, je me dis il y a peut-être d'autres voix à entendre. J'ai proposé du coup à Julia Cagé, qui a accepté l'idée d'un entretien avec moi pour ouvrir les guillemets, parce que le prochain épisode de lundi il est sur un sujet, mais l'épisode d'encore après j'ai déjà commencé à bosser dessus, et là ça va être sur l'économie. On va enfin faire notre gros épisode économique sur la crise du Covid. Il va peut-être être d'ailleurs même plus gros que d'habitude, et pour ça j'avais besoin d'experts, pour pas dire des bêtises, parce que je suis pas économiste. Donc j'ai fait des entretiens, et si ça se trouve on va pouvoir, j'ai demandé à Julia Cagé si elle était ok qu'on stream l'entretien avec Julia Cagé. Donc ça peut être très cool. Sinon, qui d'autre? Non mais c'est cool, hein, les gens qui disent je suis pas d'accord avec toi, mais c'est quand même un plaisir de te suivre. Bah c'est gentil. Steve de Minecraft confirmé. Oui, bah alors ça je m'en fous. Non, j'ai pas appelé François Langlais. J'ai demandé à Mathieu Coq, l'économiste de la CGT. Julia Cagé du coup, et puis surprise peut-être pour le dernier, je vais peut-être pas tout spoiler. Par contre aujourd'hui je suis tombé dans Le Monde, vous connaissez le quotidien de référence, hein. Le Monde, il y avait des papiers intéressants. Bon, j'ai regardé un peu ce qui se disait dans Le Monde du débat Trump-Biden, qui pour des raisons d'heures de parution du Monde, vous savez, on appelle Le Monde le quotidien vespéral. À part les profs de français, normalement, pas grand monde connaît ce nom, mais vous savez, vespéral, ça veut dire les vêpres, c'était les messes qui étaient célébrées le soir. Donc voilà, Le Monde, c'est un quotidien qui sort à Paris le soir. Merci Fred Masson pour ton abonnement aussi. Et donc du coup, pour des histoires de décalage, il y avait des papiers sur Trump, voilà, c'est d'ailleurs la une, violence et confusion, le débat Trump-Biden. Bon, moi je suis pas un spécialiste de politique américaine, donc ça m'a... Bon, j'ai lu, hein, mais c'est pas là-dessus qu'on va revenir ce soir, cet après-midi. J'ai bloqué par contre sur très bonne double page, qui pour le coup dans Le Monde c'est pas exceptionnel. Ah oui, ça c'était intéressant aussi. L'Union Européenne a tout de Macron pour 2022. Bon, parce que en fait il se trouve que par un heureux hasard du calendrier, Macron va se retrouver à la tête de la présidence tournante de l'Union Européenne, pile en janvier pour sa fin de campagne. Et donc il va pouvoir faire le kéké sur la scène internationale avec sa petite présidence tournante de l'Union Européenne, là. Merci Dimitchoum. Et
Bon, il y en a qui disent que c'est un atout pour 2022, en tout cas du côté des macronistes. Brice Teinturier, vous savez, le célèbre sondologue, là, le célèbre président d'Institut de sondage, dit que c'est pas si évident que ça, que ce soit un atout, parce qu'au contraire, ses adversaires pourraient lui dire eh ben pendant ce temps-là, Macron il fait le malin avec Merkel et avec je sais pas quoi, il va donner des leçons à gauche à droite, mais les Français, alors attends, c'était quoi, c'était quelqu'un du Rassemblement, Thierry Mariani je crois, voilà, Thierry Mariani du Rassemblement National disait oui, ça va donner l'occasion aux Français, voilà, merde, c'est pas lui qui disait ça. Bon bref, on s'en fout. En disant que les Français s'intéressent plus à ce qui se passe en Indre-et-Loire que ce qui se passe en Bulgarie. Ce qui est pas faux, donc ça pourrait contribuer aussi à son image déconnectée. Monsieur se prend pour le roi du monde. Or, les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls, finalement. Donc, est-ce que je suis bon là? Non, il me manque Estelito Chariot. Et puis pourquoi la chasse à courre? C'est parce qu'au fil des pages, je suis tombé sur cette grosse enquête. Le mystère de la forêt de Retz. Vous avez forcément entendu parler de cette affaire d'une femme qui a été retrouvée, dont on a retrouvé le corps dévoré, probablement vivante, dans la forêt. Et donc du coup, avec beaucoup de questions qui sont encore ouvertes, on va lire ça aujourd'hui. Et cet article était signé par un nom que vous connaissez sans doute, qui est celui de... Bah non, je vais pas zoomer, on va pas pouvoir le voir, mais... qui est celui d'Ariane Chemin, grande reporter au Monde. Et donc je me suis dit, tiens, Ariane Chemin, pourquoi pas, ça serait peut-être une idée de proposer à Ariane Chemin un petit entretien ici, parce que je vous rappelle qui est Ariane Chemin, c'est quand même elle qui, au moment du Covid, avait recueilli les confidences d'Agnès Buzyn. Vous savez, quand Agnès Buzyn a dit « chouinet, vous savez, pourtant je l'ai dit à Macron, je l'ai dit à Édouard Philippe que ça allait être la merde, le Covid, mais personne m'a écouté, machin, tout ça. » Ça, c'était Ariane Chemin. Et puis, surtout, ce que vous connaissez sans doute, voilà, je le vois dans le chat, c'est l'affaire Benalla. C'est elle qui a sorti l'affaire Benalla, c'est-à-dire que les images n'étaient pas d'elle, hein, les images étaient de Taha Bouafs. On pourrait l'avoir aussi, Taha Bouafs, ça, y a pas de problème. Mais je me disais, tiens, on n'a pas eu non plus tant de femmes que ça, plus de femmes, et surtout quand c'est des grands noms, c'est quand même assez intéressant. Et elle a accepté, Ariane Chemin, du coup, le principe d'un petit entretien avec nous sur Twitch. Ça va être sympa, ça va être lundi soir aussi. Mais aujourd'hui, on va déjà lire son enquête. Et du coup, ça va aussi permettre, double emploi, de préparer l'entretien de lundi soir, éventuellement de noter des questions. Moi, je vais sortir mon petit stylo, mon petit carnet. Il est où mon petit carnet? Et évidemment, oui, en effet, ce stream est sponsorisé par Ultradoux. Elle n'a pas été convoquée par la DGSI aussi? Si, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais ça j'aurais pu demander aussi à des camarades de Mediapart pour les convocations à la DGSI. Merci Greenac, merci pour les revues de presse et les bourdins malins. Bah, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps parce que moi je pense être avec vous jusqu'à 19h pas plus, donc on a 2 heures. Du coup c'est pour ça que vous voyez j'en vois, hein. Là ça débite, donc on a 2 heures, on va lire l'article d'Ariane Chemin, l'enquête d'Ariane Chemin sur cette histoire. Vous vous en souvenez de cette affaire quand même du corps d'une femme qui avait été retrouvée dans la forêt, dont on se demandait, à côté de son propre chien d'ailleurs qui veillait le corps, et dont on se demandait comment... alors qu'il y avait une chasse à courre qui avait lieu dans les parages. Et donc il me semble que l'article que j'ai pas lu en entier, mais je l'ai juste lu assez pour me dire « Ah, ça c'est vachement intéressant à lire en live ». Et parce que l'article revient sur ce monde mystérieux de la chasse à courre, que vous connaissez sans doute pas en fait. Moi je connais pas le monde de la chasse à courre et ses sociabilités de notables, de provinciaux, etc. Quels sont les rites? Et là je commençais à lire, je vois des trucs avec des réunions où il y a le curé, où il y a machin. Enfin cette espèce de truc de moyenâgeux, de la bourgeoisie provinciale dégénérée. J'ai envie d'en savoir plus, donc je me suis dit, voilà. Faudrait lui poser la question de Schneiderman sur les actionnaires du monde. Ah oui, alors attendez, je voulais chercher mon carnet. Il est où mon carnet? Où qu'il est mon carnet? Il est pas dans mon sac à dos? Il est où? Oh putain. Bah alors? Ah bah voilà. On va noter les questions là-dedans. Si on a des idées de questions. Le nouveau Death Note.
Pôle emploi, machin, oui, c'est bon, c'est mon carnet. Merci, merci Jean Chréty. Jean Chrétien, merci Jean Chrétien, voilà. Ah bah ça tombe bien, on va parler de curé, entre autres, dans cette revue de presse. Alors, j'ai la version papier, mais pour des raisons de commodité que vous comprendrez aisément, on va utiliser mon abonnement numérique au Monde pour pouvoir vous en livrer la version, une version que vous allez pouvoir voir à l'écran et que ça fasse moins de bruit de papier. T'as lu les livres des Pinsons Charlot sur le sujet? Non, ils ont bossé sur la chasse à courre. Merci Rio 4 aussi pour ton 2e mois. Et merci Pélargir 26. Merci Pélargir. Première cette fois-ci, j'adore ton travail. Bah, bienvenue à toi, Florian Giboin. Neue merci Neue pour ton Prime. Et ouais, bah vous allez voir, ici on parle d'actualité, on lit des articles, on fait les bourdins malins. Bourdins malins, ça devrait vous intéresser, restez là, n'hésitez pas. Et parfois, en effet, je me touche les cheveux, c'est du air porn, hein, comme on dit. Je vous fais un petit peu de air porn. Donc, gauche, ça c'est des abonnés de Cotentin, ça. Est-ce que tu peux baisser le son de la musique derrière? Mais on va même le couper, le son de la musique derrière, parce que le son de la musique derrière, normalement, c'est uniquement pendant l'introduction et quand je vous explique ce qu'on va faire. Alors, donc, je résume. Ce qu'on va faire, c'est, on va d'abord lire l'article d'Ariane Chemin. Je vous le présente tout de suite. Il est ici, il est là. Il est où? Il est là. Voilà, tac. Et ensuite, on va faire un bourdin malin. Figurez-vous que la ministre du Travail était l'ASMR. Très bien, très bon, très bon. L'ASMR, figurez-vous que la ministre du Travail était chez Bourdin il y a 2-3 jours. Est-ce que vous savez qui est la ministre du Travail? Dans le chat, petite question. Abonnement pour Usul avant d'entretien d'embauche. Merci Ben 8408, 8408. Merci Ben. Voilà. Bien joué, bien répondu Rio 4, tu as gagné mon respect total. Ça n'est plus Muriel Pénicaud, les gens, faut suivre, hein, vous avez pas reçu le PowerPoint, vous êtes pas à jour. Mais oui, c'est Elisabeth Borne, anciennement ministre de quoi, des transports ou de l'écologie, je sais plus. On regardera de toute façon le CV d'Elisabeth Borne avant de lire l'article, enfin avant de lancer le Geoffroy Roux de Bézieux. Avant de lancer le bourdin malin. Mais en attendant, on va déjà lire ce premier article, le seul article que j'ai mis de côté aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit, j'ai que 2 heures. Donc, la dernière balade en forêt d'Elisa Pilarski et du chien Curtis. Et là, tu vois, tout de suite, petite question. J'ai moi-même une petite question, parce que je me dis, tiens, j'ai l'impression que c'est pas le même titre que dans la version papier. J'ai l'impression, hein, je peux me planter, mais j'ai l'impression que c'est pas le même titre. Attendez, je vérifie. Le gars, il paye 2 fois pour Le Monde. Il est page combien? Il est page 22, non? Je sais plus ce que j'avais noté. Ah ouais! C'est marrant, hein? C'est marrant parce que le titre, la version papier, c'est Le mystère de la forêt de Retz. Ou de Ress, je sais pas comment on dit. Donc c'est pas le même titre. Et là je me demande pourquoi. Alors est-ce que c'est pour une histoire de référencement? Est-ce que la version... C'est ma suggestion, je pense que c'est ça. D'ailleurs on peut le... Oh, c'est pas une bonne question parce que je pense qu'on a déjà la réponse. C'est pour une histoire de référencement. Comme ça, là dans le titre il y a forêt, il y a Elisa Pilarski qui est le nom de la victime, Curtis, mais au moins il y a les mots-clés du truc dans le titre. Alors que le mystère de la forêt de Ress, ça reste très vague et en fait ça permet pas de faire en sorte que l'algorithme de Google ressorte l'article en premier quand tu tapes Elisa Pilarski, forêt, chien. Voilà. Je pense que c'est le plus... Il s'adresse pas au même public. Ouais, mais en tout cas, moi je préfère ce titre-là, hein. Le mystère de la forêt de Ress. Moi j'ai lu le titre, j'ai fait oh oui, le mystère, j'aime bien les mystères, j'aime bien les forêts, putain ça tombe bien. Et là j'ai commencé à lire et je me suis dit putain génial, une enquête sur cette histoire dont on a tous entendu parler. Et c'est ensuite seulement, enfin si d'abord j'ai regardé sur quoi était le truc et ensuite je me suis dit ah putain c'est qui, ça se trouve c'est Ariane Chemin, et je lis et je fais Ariane Chemin et je me suis dit c'est trop comme coïncidence, il faut qu'on l'ait en live. Ouais, la question elle est vite répondue. On dirait je sais même pas où c'est où Ré, vous savez où c'est vous?
La chasse, c'est pas si mal lorsqu'on l'oppose aux élevages industriels. Ouais, mais là, on va parler de la chasse à courre, plus précisément. C'est le Twin Peaks en France. Ouais, le mystère, quoi. Le mystère. C'est dans l'Oise. C'est où l'Oise? Villers-Cotterêts. C'est où Villers-Cotterêts? Je sais pas c'est où l'Oise. Vers Compiègne. Aucune idée. Picardie. Ah, Picardie, je connais. Mais c'est pas ça. Retz, c'est au sud de Nantes. Ah, sud de Nantes, je vois. Nord de Paris. Mais vous me donnez des trucs... Vous me donnez des trucs contradictoires. Tu te balades en forêt près de Lyon? Non, pas du tout. Île-de-France, Picardie, c'est au nord de Sarcelles, donc c'est... D'accord, ok, bon. Bon, on sait pas où c'est, on le saura jamais, tant pis, c'est pas grave. On va lire l'article. On peut peut-être trouver une petite musique pour l'article. Oh, mais il est trop long, non. Sans musique, à mon avis, sera plus digeste. Tant pis. En Bulgarie, ça va. L'arrêt, elle est dans mon cul. Mais alors, mais c'est excellent, toi, t'as fait l'école du rire. Avant, on disait ça à mon époque. C'est vrai que ça se dit plus, t'as fait l'école du rire. Peut-être parce qu'il y a un connard ou deux qui ont dû ouvrir un truc qui s'appelait l'école du rire. Ah, tiens, bah c'est marrant, tiens, dans le chat. Putain, ça va trop vite, le chat. Ariane Chemin, Raphaël Baquet, même combat, des journalistes tellement vendus au macronisme qu'elles s'en aperçoivent même plus de leur biais. Oui, mais enfin, quand tu sors l'affaire Benalla, t'es pas super vendu au macronisme. Il me semble que c'est à tempérer quand même, cette opinion. Donc merci, I Drink Ton Milkshake, dans le même thème que la chasse à courre. Dupond-Moretti est proche de l'ANFA, full bourgeois, qui sont dans la fauconnerie. Ah oui, ça fait très Puy du Fou, ça aussi. L'école du rire, elle est à Vannes, très bien. Putain, mais j'ai vraiment... c'est Jean Blaguin. L'école du rire, c'est mon chat, en fait. Hein. C'est tout mon chat. Hein. La dernière balade en forêt d'Elisa Pilarski et du chien Curtis, par Ariane Chemin. Attends, je vais mettre un casque parce que si je joue avec les musiques, tant pis pour mes cheveux. Puis je vais les attacher, en fait, ils m'emmerdent ces cheveux, voilà. Alors là, il me faut toutes les virgules, c'est pas joli de mettre les virgules musicales, là. Bon, remarque, les unes après les autres, elles se ressemblent. J'ai pas d'élastique, j'ai plus d'élastique, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher un élastique dans ma salle de bain, bougez pas. Merci Jérôme Greux. Merci Jérôme Greux. Voilà, des vraies musiques. Et puis en fait, ça me saoule ces putains de cheveux. En hiver, c'est top par contre parce que ça tient chaud. Mais... faut les couper. Ouais, mais je sais pas à quel degré les couper, quoi. Si je dois les couper un peu, beaucoup, pas trop. J'ai pas trop d'idées. Donc du coup, en attendant, je fais rien. Voilà. Rase-toi les veuches en stream, non. Non. On va pas faire ça. Et si on faisait pas ça? Allez, on va mettre le cax. Voilà, on va passer la musique dans le casque. Et puis on va se lancer dans cette histoire. Vous allez avoir des révélations, des enquêtes, des choses folles. Alors, attendez, hop. Voilà. Ça va là le son? Oui, mais je les ai pas rasés parce que je trouvais que c'était une mauvaise idée en fait. Est-ce que ça va le son? Est-ce que c'est poutou? Est-ce que c'est poutou le son? Moi aussi ça me saoulait, je les ai coupés après 4 ans de longueur, maintenant j'ai une tête de droite, mais les gens me regardent moins de travers. Il a l'air nul l'article. Eh ben bravo. Ça c'est constructif, mais de toute façon, je vous ai dit, on reçoit lundi soir l'autrice de l'article, donc si vous avez des remarques, des réserves ou des questions, eh ben on voit ça lundi soir. Quels animaux se sont acharnés sur le corps de cette femme de 29 ans le 16 novembre 2019? L'American staff de son compagnon qu'elle promenait ce jour-là, ou les chiens des veneurs qui chassaient à court au même moment dans la forêt de Ré, près de Villers-Cotterêts? Dans l'attente des résultats d'analyse ADN, la controverse bat son plein. Voilà. Donc, la dernière balade en forêt d'Elisa Pilarski et du chien Curtis, le mystère de la forêt de Ré. C'est vraiment de la te raconte cet après-midi.
On va commencer, j'attends la musique. La musique. Cet après-midi de novembre 2019, la forêt de Villers-Cotterêts, près de Soissons, est en deuil. Les arbres restent couronnés d'une pointe de verdure, mais un tapis de feuilles sombres recouvre le sol humide. La mélancolie automnale a cédé à l'horreur. Sous une futaie de hêtres a été découvert le corps déchiqueté d'une jeune femme. « Mangé », répète son compagnon. Un massacre. Une curée, couchée à quelques mètres de la victime. Immobile, lui aussi, quoique bien vivant, se trouve Curtis, l'American staff de son compagnon. Robe noire, regard doux et gueule proéminente. Merci Zara Paitra. Ah oui, non, il y a l'ambiance. Hein. Je vous fais ça bien. J'essaie de jouer un petit peu. Je vais pas vous expliquer l'article, là pour le coup, je vais pas l'interrompre trop, on va vraiment rester dans l'ambiance. Quelles mâchoires se sont acharnées sur Elisa Pilarski, 29 ans, enceinte de son premier enfant. Celle de Curtis, entraînée pour des concours interdits en France, qu'elle promenait ce jour-là. Celle de la meute, participant à la chasse à courre, qui, ce samedi, se donnait à quelques centaines de mètres. Sans témoins et dans l'attente de résultats d'analyse ADN, militants pro- et anti-chasse et amateurs de chiens d'attaque enflamment les réseaux sociaux. Les maîtres protègent leurs animaux. Bestial carnage, où seuls ceux qui ne sont pas doués de langage connaissent le scénario de cette tragédie. Il fait gris et houleux ce samedi 16 novembre 2019 dans les forêts de l'Aisne. La laine du froid saisit les promeneurs. La chasse est ouverte depuis la mi-septembre. Et ce jour-là, le rallye La Passion traque le chevreuil en redingote bleu marine apparemment vieux rose. En 1996, il y a 24 ans, Sébastien Van der Beek s'amusait à poursuivre le lapin avec une bande de copains et des bassets artésiens. Il est aujourd'hui à la tête de l'un des 380 équipages de chasse à courre de l'Hexagone et fête en grande pompe ce samedi Saint-Hubert, le patron des chasseurs. C'est passionnant. Rallye full bourgeois. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est hyper bien écrit en vrai, oui. Les veneurs se sont donné rendez-vous à 10h à l'église de Favrolles, le village des Vandenberg. Le couple a demandé à un ami curé d'y célébrer une messe de Saint-Hubert, l'occasion d'introniser les nouveaux boutons, ces adhérents de choix des associations de chasse. Porté avec ou sans gilet selon son grade, le bouton est aussi le logo de chaque rallye ou équipage. Celui de la Passion a la forme d'un cœur où s'entremêlent un fouet et une pibole, petite corne de chasse à un ton. Sa devise, sagesse et folie. La Saint-Hubert est également la fête des chiens. La meute de la Passion est composée de Poitevin, une très vieille race de chiens français, et de Black and Tan, de grands courants anglais. Sous le regard d'Alexandre Guivarch, le piqueux de l'équipe, celui qui ne quitte jamais les chiens des yeux durant la chasse, le curé choisit un animal et par son intermédiaire bénit toute la meute. Les autres se tenaient là sagement. Nous raconte le maire du village, Christian Poteau, qui a prévenu la gendarmerie au cas où des militants anti-chasse auraient la mauvaise idée de venir perturber la cérémonie. En octobre 2017, le spectacle d'un cerf abattu dans le jardin d'un pavillon de l'Oise n'avait pas arrangé l'image des chasseurs. Journée porte ouverte dans sa ferme, chasse de la Saint-Hubert. Monsieur Van der Beek juge que les relations publiques du rallye sont un moyen de répondre aux activistes d'Abolissons la vénerie aujourd'hui, AVA, ou aux animalistes. Il a aussi invité les Favrolais à partager un moment de convivialité avec les chasseurs. Dressé devant l'église, un buffet propose de la soupe, des quiches et de la cochonaille. Cette année, a révélé le quotidien L'Union, l'un des boutons du rallye a invité le patron des gendarmes de l'Aisne, le lieutenant-colonel Jean-Charles Métras,
arrivé 2 ans plus tôt dans le département, à découvrir les plaisirs de la vénerie. La chasse est fixée à 13 heures dans la forêt de Ré. 13 000 hectares de hêtres autour de Villers-Cotterêts, plus sauvage que celle de Chantilly, mais moins que celle de Saint-Gobain, l'autre forêt domaniale de l'Aisne. On y cueille des cèpes et parfois, ô miracle, des morilles. La cochonaille. S'il y a de la cochonaille. Vous avez vu, déjà, moi je tique sur le fait qu'ils aient invité les gendarmes, quoi. C'est chelou. Allée, Tours, Carrefour, la forêt de Ré, dentelée de clairières, et l'ancien domaine royal des chasses de François Ier, le grand codificateur de la vénerie française. Après la messe, M. Van der Beek a donné rendez-vous au carrefour du Conservateur, à 20 minutes environ de la route de l'église. 21 chiens ont été choisis ce jour-là dans la meute, qui en compte plus de 60. Narcisse, Nivernais, Nogent, Nutella, Origan, Orléans, des jeunes et des chiens d'âge, des chiens courants ou des chiens de change pour les sentiers. Les enfants du maître d'équipage ont vu grandir tous les chiots de la meute. Les boutons les reconnaissent à l'oreille. Le piqueux à gants blancs les fait grimper dans le camion pour rejoindre à l'heure la forêt et les cavaliers du rallye. Christophe Ellul s'est levé un peu plus tard que les chasseurs ce samedi matin, vers 9h30. L'employé d'Air France ne prend son travail à Roissy qu'à midi, à 1 heure de voiture de Saint-Pierre-Aigle, un joli village de 350 habitants où il s'est installé 10 ans plus tôt. Il vivait avec sa femme dans une de ces maisons de pierre blanche typiques du Soissonnais. Quand elle est partie quelques mois plus tôt, cet homme de 45 ans, un brun rugueux et bourru, est resté avec ses chiens rue Bonvalet, une impasse qui s'arrête quelques centaines de mètres plus loin, au lieu dit La Rotonde, là où naît la forêt de Ré. À 11h, Christophe Ellul monte dans sa BMW et file sur la Nationale 2 direction Dammartin-en-Goële pour se rendre à l'aéroport où il travaille depuis 19 ans comme agent de piste. Il laisse derrière lui Elisa, sa nouvelle compagne de 29 ans. Coupe noire de jet à la Louise Brooks, piercing et œil rieur, celle-ci est arrivée 2 jours plus tôt de Rébénac, le village des Pyrénées-Atlantiques où sa mère et son oncle tiennent l'épicerie. La jeune Béarnaise y possède une jument et a enseigné 8 ans dans un centre équestre tout proche. Elle s'installe pour 1 mois en Picardie chez son nouveau fiancé. Ce sont des chiens qui ont passé le collier à ces deux-là. 5 animaux dont ils postent les photos sur Facebook au sein de groupes de passionnés. Un monde à part et très actif. Ah oui, c'est marrant, parce que, enfin c'est marrant, ça devient fou. Ça devient lourd hein, déjà l'ambiance. Hein. Putain, entre les chasseurs d'un côté avec les bourgeois et les gendarmes. Christophe en possède 4, les chiens. Presque tous des American Staff. Chivas, Lady, Drago et son demi-frère, Curtis. Des animaux aussi costauds que courts sur pattes. Tout dans la mâchoire. Elisa, elle, est la maîtresse d'Ice. Ice, je pense que c'est Ice. Et la maîtresse d'Ice. Quoi? Qui c'est qui... Oh non, qui c'est qui tape dans mon abonnement, là? Je suis sûr c'est Cotentin. Donc Elisa, elle, est la maîtresse d'Ice. Un American Staff pour lequel elle demande un jour sur les réseaux sociaux des conseils de dressage. C'est Christophe qui lui répond. Il s'y connaît depuis que sa femme l'a fait cocu, comme il dit. Christophe passe de plus en plus de temps à entraîner ses chiens. J'ai toujours eu un penchant pour le dressage. À la suite de cette séparation de fait, j'ai poursuivi les concours et les compétitions au niveau européen. Détaille-t-il devant les enquêteurs. Un petit monde, codé et initié, qui se fréquente hors des frontières françaises, là où les concours sont autorisés. Un animal qui remporte un trophée, c'est toujours un peu de gloriole qui retombe sur vos épaules. Christophe entraîne ses chiens au treadmill, course sur tapis, au long jump, saut en longueur, au weight pulling, tractage de charges lourdes, et les initie au mordant, une discipline spectaculaire et interdite en France, où la mâchoire du chien doit verrouiller un boudin suspendu en hauteur le plus longtemps possible. En privé, Christophe se vantait souvent de posséder de vrais pitbulls, sans foi ni loi. On s'est répondu mutuellement sur Facebook, a raconté Christophe Ellul aux gendarmes de Soissons.
Ils partent quelques jours ensemble dans un gîte belge. Il se rend chez elle en avion. Il a des tarifs spéciaux en tant que salarié d'Air France. Au début de l'été 2019, Elisa découvre qu'elle est enceinte et décide de garder l'enfant. Le couple songe à venir s'installer près de Pau, où la future maman doit d'ailleurs repartir le 10 décembre pour une nouvelle visite prénatale. Un petit garçon, déjà baptisé Enzo, est annoncé pour le début de l'année 2020. Elisa Pilarski ne connaît pas grand monde en Picardie. Chez Christophe, elle regarde des séries et tue le temps sur les réseaux sociaux. Que faire en ce froid samedi de novembre ? Elisa m'a dit qu'elle allait s'ennuyer. Elle a pris la décision de sortir les chiens. Se souvient Christophe et Lul devant les enquêteurs, chacun à leur tour, les uns après les autres, plus prudent pour une femme enceinte de 1m52. Le premier sera Chivas. Midi n'a pas encore sonné à l'église du village quand Elisa Pilarski se dirige vers le plateau, la colline qui surplombe Saint-Pierre-Aigle, au-dessus des carrières. Le chien est tenu en laisse. Elisa supporte mal ceux qui prennent des risques avec leurs bêtes. Ice, par exemple, porte toujours sa muselière. Pas question que son chien soit impliqué dans une bagarre, a expliqué Christophe. C'est la loi d'ailleurs. Les chiens d'attaque ont mauvaise réputation et ne doivent pas être lâchés en liberté. Avec Chivas, ce matin-là, elle croise justement un berger belge trop éloigné de son maître. Inquiète, elle prend les devants pour protéger le chien de Christophe. Merci, Old Century Pirates. La dame l'a pris dans ses bras au moment où nous nous sommes croisés, a raconté le promeneur aux enquêteurs. Furieuse, elle appelle son compagnon pour lui raconter la scène, puis se défoule sur Facebook. Et voilà, encore un connard de maître avec son malinois pas attaché, écrit-elle à 12h19 en postant une vidéo de l'animal. Vieux con, cassos, le propriétaire en prend pour son grade. Heureusement que je ne promenais pas Curtis, sinon boucherie assurée, assure-t-elle. Ce sont ses derniers mots sur les réseaux. C'est au tour de Curtis de se dégourdir les pattes. 16 kilos de muscles, une tête de molosse et un poil tout noir, hormis un plastron blanc. Officiellement, un croisé Patterdale Terrier et lévrier Whippet, qui serait né le 28 novembre 2017 selon son carnet européen. Du premier, une race de terrier à l'instinct de chasseur, il a pris le côté tenace et hargneux. Du second, l'agilité. Putain, ça a dû faire des bruits de portable par contre. D'accord. Du premier, une race de terrier à l'instinct de chasseur, il a pris le côté tenace et hargneux. Du second, l'agilité. Christophe est allé l'acheter en Hollande chez une éleveuse. En témoigne l'indicatif de son numéro d'identification, 528. Elisa et Curtis étaient-ils fusionnels, comme l'assure Christophe ? Sur Facebook, la jeune femme poste en tout cas des selfies d'elle et du chien avec ces mots « Sexy boy ». Après sa mésaventure du matin, Elisa ne retourne pas sur le plateau. Elle fait monter Curtis dans son 4x4 avec laisse et harnais. Elle emporte aussi sa muselière. Arrivée à la rotonde, au bout de la rue Bonvalet, elle gare sa voiture, ouvre la porte arrière, prend Curtis en laisse. Anorak rouge sur le dos, comme un petit chaperon avalé par la forêt, la jeune femme grimpe avec Curtis le chantier qui rejoint la route forestière, en direction du carrefour des conservateurs, là où les veneurs du rallye La Passion se sont donné rendez-vous pour chasser le chevreuil. Elle entend les cris des chiens. Un chien de vénerie crie et n'aboie pas. À moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau, aucune affiche ne signale la chasse en cours. L'équipage de M. Van der Beek préfère d'habitude les dimanches, mais la Saint-Hubert oblige. La chasse a lieu le mardi et le samedi, nous explique de son côté le maire de Saint-Pierre-Aigle, Didier Bazin. Comme le dit une voisine de Christophe, la mairie nous avait dit qu'il n'y avait la chasse que les lundis, mais chez nous c'est tous les jours lundi. Je sais qu'il y a une chasse à court quand j'entends les hurlements et les coups de feu. Samedi, dimanche, lundi, en automne et en hiver, dans l'Aisne, personne ne sait trop s'il risque de rencontrer des chasseurs dans la forêt. À quelle heure les chevaux et les chiens de l'équipage de Sébastien Van der Beek se mettent-ils en mouvement ? Les récits divergent. Ce jour-là, Alexandre Guivarch est souffrant, une mauvaise gastro, et ne suit pas la chasse à cheval. Sébastien le remplace.
Il sort la meute du camion entre 13h10 et 13h15. L'un des membres du rallye a produit une photo datée de 13h26 qui montre des cavaliers sans bombe alors que les cors sonnent encore le départ pour la chasse. Les chiens auraient-ils pu tromper leur surveillance ? Une voisine de la rue Bonvalet assure qu'elle a entendu des chiens et des gens hurler vers 13h15. Le piqueux assure, lui, que les chiens n'ont pas bougé durant les 10 à 15 minutes qu'a duré la fanfare. Il est en tout cas 13h16 précise quand Christophe reçoit à Roissy un premier appel téléphonique passé à 700 mètres du carrefour, soit entre 1 et 2 minutes pour des chiens qui courent à 30 km/h. Il ne peut pas décrocher. Elisa le rappelle une seconde fois à 13h19. Christophe est le seul à connaître les mots précis que tient alors sa fiancée. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de chiens, que Curtis tirait sur la laisse, qu'elle se faisait mordre à la main et à la jambe, ce qui veut dire qu'il y avait au moins 2 chiens. Je lui ai dit de lâcher le chien, Curtis, pour qu'il puisse se défendre. Ça gueulait au téléphone. Je n'entendais pas ce qu'elle disait. À un moment, elle a dû perdre son téléphone puisqu'elle ne me répondait pas. J'entendais des aboiements. Elle a énormément crié, de douleur. Putain, c'est chaud. C'est chaud, sa mère. Ouais. Quel Christophe Elisa Pilarski appelle-t-elle durant ces 2 minutes ce jour-là pour hurler sa détresse, sa peur, sa douleur, l'horreur qui s'annonce ? Son compagnon, le père de son futur enfant ? Ou bien le maître de Curtis pour qu'il la guide, la conseille, peut-être même parle à l'animal ? L'agent de piste court avertir son chef qu'il doit abandonner son poste d'urgence et quitte Roissy, à toute allure, son gilet jaune des aéroports de Paris sur le dos, sans donner aucun détail à ses collègues. Sur la Nationale 2, il tente de rappeler sa femme une 30aine de fois, en vain, mais ne prévient ni les pompiers ni les gendarmes, malgré la distance qu'ils séparent de son village. Il arrive à Saint-Pierre-Aigle 40 minutes plus tard. Christophe et Lul cherchent d'abord Elisa dans le haut village, là où elle promenait Chivas le matin lors de l'altercation avec l'homme au malinois, puis ils foncent sur le chemin qui longe sa maison, où le 4x4 de sa compagne ne se trouve pas. Il est à la rotonde. Il se gare juste en face et file à nouveau dans les bois par le chemin habituel. Il tombe sur un anorak rouge, abandonné sur le sol. C'est celui d'Elisa. Pas de téléphone dans les poches, seulement un paquet de cigarettes. Un peu plus loin, il trouve son écharpe grise, puis son sweat bordeaux. Toujours pas d'Elisa. Dans la montée, sur une allée goudronnée, il tombe sur un cavalier en tenue. C'est Sébastien Van der Beek. A-t-il croisé un chien ? Une jeune femme ? Non. Le chef d'équipage n'a vu personne. Christophe Ellul revient vers les vêtements éparpillés. « Curtis ! Elisa ! Curtis !» Selon lui, une 30aine de chiens de chasse, avec des colliers orange et vert, passent alors sous ses yeux. Autour de 14h30, il entend un aboiement. Curtis répond. « J'ai vu mon chien couché près de ce que je croyais être un tronc d'arbre, » raconte-t-il en fin de journée à la gendarmerie de Soissons. Le tronc, hélas, c'est Elisa. Bras en croix, sur le dos, méconnaissable. Ses pieds chaussés de bottes sont épargnés par les morsures. Selon Christophe Ellul, Curtis a du sang sur le harnais. Il avait un coup de croc à la tête et il avait du sang sur la figure. Signe, selon lui, qu'il n'a fait que défendre Elisa. Il était à côté d'elle en protection tandis que les chiens de meute étaient rassemblés autour du corps, assure son maître. L'agent de piste tapote sa joue, déjà glacée, court comme un fou jusqu'à sa voiture, distante de 300 mètres seulement du corps d'Elisa. Son portable ne passe pas mieux que dans les bois. Il charge Curtis dans la voiture et, sur la route qui mène à sa maison, croise une voisine, bouleversée par cet homme en gilet jaune, paniqué et en pleurs. Il est 14h40 et c'est elle qui prévient les gendarmes, les pompiers et le SAMU. Il confirme à Christophe qu'il n'y avait plus rien à faire pour Elisa et le bébé. Elisa Pilarski est morte d'une hémorragie consécutive aux morsures aux environs de 13h30, un quart d'heure après son dernier coup de téléphone. La chasse prend fin vers 16h. Aucun chevreuil n'a été pris. On sonne la Rosalie, comme disent les veneurs. L'animal a gagné. La retraite est manquée. Le piqueux, toujours patraque, fait monter les chiens dans le camion après leur avoir enlevé leur collier avec ses gants blancs et les mène à la ferme. Les invités de la chasse à courre s'éparpillent,
sauf un, le lieutenant-colonel Métras. Selon l'Union du 23 septembre, il est averti devant plusieurs personnes qu'un accident de chasse, le motif d'intervention des secours et des gendarmes, s'est produit à Saint-Pierre-Aigle et qu'un corps a été découvert. Le patron de la gendarmerie, chargé de l'enquête, aurait annoncé la nouvelle au maître d'équipage, puis décidé de se rendre sur place pour assister aux premières constatations jusqu'à l'arrivée des pompes funèbres qui emportent le corps d'Elisa Pilarski, loin de la forêt. Sébastien Vanderbeek a retrouvé sa ferme vers 16h30. Il a pris un bain, choisi une cravate et une chemise et enfilé son gilet de vénerie pour le souper qu'il donne en cette Saint-Hubert. La nuit est tombée, mais les invités ne sont pas encore arrivés quand il aperçoit les gyrophares dans la nuit. Je suis rentré chez moi sans savoir ce qui s'était passé. Ce sont les gendarmes qui me l'ont appris le soir, quand ils sont arrivés à la ferme, a-t-il confié dans une interview à l'Union. Tandis que certains d'entre eux posent des scellés sur l'ensemble des chenils, le maître d'équipage suit les gendarmes au siège de la brigade. Les convives se sont déjà éclipsés quand M. Vanderbeek rentre chez lui. Un peu plus tôt dans la soirée, Alix Martin, vétérinaire à Braine, examine le chien Curtis. Il semblait apeuré, raconte-t-il au Monde. Mais il faut dire qu'il était entouré de 5 gendarmes et de moi-même. Un animal craintif peut basculer dans la défense, ce qui n'a pas été le cas. Il s'est laissé examiner sans difficulté, mais on l'avait bâillonné. Merci, Genuakek. D'autres n'ont pas ces précautions. La justice décide de réaliser une expertise comportementale de Curtis et d'analyser les morsures sur le corps de la victime. Rendez-vous a été pris le surlendemain du drame, à 14h, à la gendarmerie de Soissons avec un éducateur comportementaliste. L'examen cette fois n'est pas de tout repos. Christophe arrive d'abord sans son chien, un malentendu. Il revient près de 2 heures plus tard avec l'animal qu'il laisse durant 10 minutes à la garde de sa sœur et d'un ami venu l'accompagner. C'est alors que, pour jouer, note l'expert, le chien se jette sur un ballon oublié dans l'enceinte et le déchiquette en un rien de temps, note une gendarme qui assiste à la scène. Elle raconte qu'il s'en prend ensuite à son maître et lui arrache le pantalon. La militaire entend Christophe Ellul lancer « Il vient de me mordre, faut le faire piquer ». Du coup, Curtis est placé dans une fourrière. Le 21, 5 jours après la mort d'Elisa, un vétérinaire l'examine dans l'un des box de sa clinique pour une visite de routine. Nouvel incident, bien plus grave. Curtis attrape le mollet de la jeune assistante bénévole présente. Même les coups de pied sur le flanc et les chaises que le docteur lance sur lui ne l'arrêtent pas. 15 points de suture. Merci, Abby Alderson. Toujours aussi cool tes revues de presse. Merci. Donc 15 points de suture. Donc Curtis c'est chaud. Quelle saloperie le truc. Bah si c'est interdit ce genre de chien, je crois que c'est pas pour rien. Mais ce qui frappe le plus le docteur, c'est le comportement de Curtis après la morsure. Aucun signe d'agressivité. Malgré les coups reçus, il était apaisé et satisfait comme après une séance de jeu. Comme s'il ignorait le bien et le mal. Le comportement des chiens est la clé de cette ténébreuse affaire où personne n'est mis en examen. Chacun protège le sien. Curtis, il est joueur et dynamique. Il aimait Elisa, il était très protecteur avec elle. Répète Christophe Ellul. Il ne mord pas l'humain. La meute ? Depuis François Ier, jamais aucun chien de vénerie ne s'est attaqué à un humain, soupire monsieur Guillaume de Marck, veneur lui-même, qui défend les intérêts de l'équipage. Quand nos chiens prélèvent un animal, on s'en rend compte, assure Sébastien Vanderbeek au Monde. Là, il n'y avait aucun signe sur leur babine. Quant au piqueux, il n'a jamais vu en 14 ans un chien de meute s'accrocher avec le chien d'un promeneur. L'avocate de monsieur Vanderbeek, maître Laurence Poirette, se veut formelle. On connaît l'heure du dernier coup de téléphone de la victime. Les chiens de la meute n'ont pas pu arriver jusqu'à elle. Curtis a nécessairement entendu la meute qui aboyait très fort dans l'excitation de la chasse à venir, croit pour sa part maître Cathy Richard, l'avocate de la mère et de l'oncle d'Elisa Pilarski. Ce phénomène a assurément contribué à la survenance du drame. Curtis est devenu pour beaucoup le coupable idéal, peste maître Alexandre Novion, le conseil de Christophe. Je me demande si à travers cette affaire, il n'y a pas une forme de refoulé historique, le besoin de faire le procès d'un animal, comme au Moyen-Âge,
ajoute l'avocat qui attend comme ses confrères les analyses ADN et les dernières expertises, commandées par la justice. Son client a fui son village de Picardie et s'est installé dans le Béarn, près du cimetière où reposent Elisa et son enfant. Le lieutenant-colonel Jean-Charles Métras a quant à lui quitté Soissons, mais aussi la gendarmerie, pour créer sa propre entreprise. Et les chiens, hein, je vous le demande. Et les chiens. La meute du rallye La Passion est saisie. C'est le mot qu'on utilise pour les animaux. Depuis 9 mois. L'équipage a repris la chasse le 15 septembre, mais sans les 21 chiens qui traquaient le chevreuil ce jour funèbre de novembre 2019, aux grandes dames de M. Van der Beek. J'ai une meute confinée à la maison depuis 9 mois. Aujourd'hui, tout le monde voit ce que ça signifie. Le sort de Curtis a soulevé l'émotion de plusieurs internautes. Pétitions, cagnottes. Le chien noir aux yeux doux et à la gueule titanesque vit désormais dans une fourrière proche de Toulouse, loin de la forêt de Ré. Une vie derrière les barreaux, lestée de lourds soupçons. Voilà pour ce petit article. Ça a de la gueule, hein. Pauvre chien sous les barreaux. Eh ben, bah oui, alors donc du coup, l'hypothèse là, la suite, bah y a pas la suite, hein, va falloir attendre le vrai fait entrer l'accusé sur le truc. Hein. Bien glauque, ouais, j'avoue, c'est chaud. Donc voilà, c'est un article d'Ariane Chemin. Donc pour ceux qui auraient repris qui auraient pris l'affaire en cours de route, on va recevoir Ariane Chemin lundi soir sur ce stream. Et donc là, on va passer un petit peu de temps à parler de cet article et à éventuellement noter les questions que vous aimeriez que je lui pose lundi soir. Merci Michel Maringri pour ton 17e mois de Prime. C'est complètement zinzin. Je vous passe, hop, comme ça je vous passe devant. Merde. Je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire, voilà. Merci aussi Rino pour ton 3e mois. Le mystère reste entier. Je sais pas pourquoi on a toujours pas les résultats des tests. Bah, je sais pas, peut-être parce qu'il y a plein de chiens quand même. Il y a une quarantaine de chiens, non, une vingtaine ou une quarantaine de chiens dans la meute, dans ce qu'ils appellent l'équipage. Ah oui, ça s'arrête comme ça, hein, ça s'arrête littéralement comme ça. Il y a une quarantaine de chiens, je sais plus. Plus Curtis, évidemment. Plus de 200 chiens à tester pour un coût total de quasi 150 000 € de test ADN. Il est peut-être là le problème, oui, en effet. Ça fait quasiment un an quand même. Fake news spotted, il n'y a pas de coup de feu dans une chasse à courre. Oui, mais peut-être qu'ils font pas que des coups de feu. Ça, c'était quelqu'un du village. Ils font peut-être pas que de la chasse à courre. Ça, c'était quelqu'un du village qui disait j'entends des coups et des machins. Mais arrêtez de crier à la fake news pour tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des erreurs et là, en l'occurrence, l'article ne fait que citer le témoignage de quelqu'un du village qui dit des fois on entend des bruits de chiens et des coups de feu, quoi. Mais c'est vrai que le piqueux a toujours un fusil, donc apparemment, tu vois, il y en a qui s'y connaissent en chasse à courre dans le chat. En vrai, s'ils ont déjà fait l'ADN de Curtis et l'ADN retrouvé sur la personne décédée, on aurait déjà la réponse, c'est Curtis. Bah, je crois qu'il faut attendre la fin de tout le monde, j'en sais rien. Il y a peut-être au point de vue procédure, il faut attendre tous les résultats avant de proclamer quoi que ce soit ou de faire fuiter à la presse. C'est peut-être une question légale aussi, législative. Légale plutôt que législative d'ailleurs. Il y a des bourgeois dans le chat, il y a des bourgeois qui font de la chasse à courre, hein. Puis je pense que si les analyses fuitent, ça peut poser des problèmes aussi au labo, qui du coup est scrupuleux. Je pense que c'est un des critères aussi quand on choisit un labo, c'est sa discrétion, peut-être, j'imagine. D'ailleurs, vous vous rendez compte aussi que les labos, hein, depuis quelques mois, sont quand même relativement sollicités pour pratiquer, par exemple, ce qu'on appelle des tests Covid. Ça a peut-être ralenti un petit peu la machine. C'est pas absurde, en tout cas, de se l'imaginer. Ah, Julia Cagé aussi, qui a accepté d'être en live avec nous la semaine prochaine. Julia Cagé, donc on pourra parler de démocratie, de la presse, etc. Bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors, donc... Après, de base, une enquête, c'est très long. Oui. Les résultats des examens sont la clé, oui.
Peut-être ce sont les mêmes labos qui font ça. Bah en fait, je suis désolé, mais à un moment, les labos, ils étaient engorgés de tests Covid et ils étaient surutilisés. Je pense qu'un labo qui fait des analyses, même pour la police, etc., on lui dit arrête de faire les analyses des chiens, là, ça peut attendre 6 mois, alors que les tests Covid, c'est tout de suite. Tu vois, c'est pas absurde qu'il y ait eu une forme de réquisition. Tu pourrais aider Julia Cagé à casser la gueule à Chemin. Quoi? Pourquoi il faut casser la gueule à Chemin? Je comprends rien à ce que vous disiez. Non mais c'est les labos de la police scientifique, c'est pas des labos médicaux pour ce genre de test ADN. Je sais pas. Bah je sais pas si là dans ce cas-là, même la police scientifique sous-traite pas aussi certaines de ses activités à des labos. Hein. C'est prévu à quelle heure la session lundi? J'ai AG le lundi moi. Mais non mais c'est pas grave. T'as les. Oui, si c'est très grave. Les labos veto sont utilisés pour les tests Covid, donc oui, c'est possible. Voilà, vous voyez, je dis pas que des bêtises. Pourquoi lui n'a jamais appelé ni la police ni les pompiers sur tout son trajet de boulot et le reste? Bah voilà, ça c'est quand même assez suspect. Alors même si c'est pas nécessairement une marque de culpabilité pour Curtis, par contre c'est une marque du fait que lui se disait si ça se trouve Curtis est impliqué, mais bon c'est quand même énorme quoi, qu'il ait pas appelé. Ouais mais il avait quand même du temps de route quoi. Il avait quand même du temps de route. Mais en tout cas je pense que dans le fait qu'il ait pas appelé, enfin il a pas appelé et le fait qu'il y avait Curtis sur les lieux devait jouer là-dedans. Et peut-être d'autant plus que c'est un chien qui, on l'apprend en début d'article, faisait des concours. Ça veut dire que éventuellement, dans des pays étrangers, il faisait des trucs, des concours, des machins, éventuellement des trucs d'argent. Peut-être qu'au-delà du chien, c'était aussi une petite manne, un petit champion. Et que moins la police était impliquée là-dedans, plus ça l'arrangeait lui, quoi. Et que donc du coup, il l'avait vu. Du coup, il a repoussé le moment d'appeler, mais c'est quand même chaud. C'est quand même ta meuf, elle est enceinte de ton enfant. Ta prio, c'est pas ton chien dans ces moments-là. C'est un peu une merde s'il raisonne comme ça, quand même. Non, mais ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Si c'est un mâle, c'était peut-être un mâle reproducteur et donc une autre manne de pognon. C'est pas faux. Pur oubli, mais tu oublies pas dans ces cas-là. Non, je pense vraiment que le côté mon chien est pas déclaré ou je sais pas quoi, ou mon chien j'ai pas le droit de l'avoir, ça a peut-être dû jouer. Il a eu peur de se prendre une amende. Enfin, c'est rien à côté, ou de se faire saisir son chien, mais c'est rien à côté de voir sa femme, enfin sa meuf là en l'occurrence. Théorie, il voulait pas du bébé. Oui, bah non, mais après voilà, peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Mais moi, c'est pour ça les faits divers, c'est passionnant. Franchement, je suis beaucoup revenu sur ce que je pensais des faits divers, notamment grâce à Fait entrer l'accusé, mais grâce à pas mal d'autres trucs. Si je peux vous conseiller, évidemment, ça pourrait être marrant, ça, tiens, que je vous lise toute l'enquête du hors-série de Society, dont vous avez forcément entendu parler, sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ça prendrait quelques soirs, mais ça pourrait être très chouette. Et donc ouais, ce que j'aime bien dans les faits divers, c'est la plongée dans des univers sociaux dans lesquels on n'aurait pas mis le pied tout seul de nous-mêmes, notamment la vénerie. Tu vois, moi la vénerie je connais pas, je savais pas qu'il y avait des curés. Tu vois, voilà, moi c'est ça que j'apprends là-dedans. Je savais pas qu'il y en avait qui faisaient des trucs avec des chiens interdits et des concours de mâchoires là où les chiens apparemment doivent s'accrocher à un boudin en hauteur et rester le plus longtemps accrochés avec leur mâchoire. Je savais même pas que ça existait ça. Merci Elégat de 89. Merci pour ton taf, mais de rien, les gars de 89. Et donc moi ça je savais pas aussi, ouais, je me doutais bien que c'était un peu réac, bourgeoisie de campagne, là, bourgeoisie rurale, avec des bottes en caoutchouc, mais du pognon et de vastes fermes, tu vois, je les vois comme ça, tu vois, du pognon, de vastes fermes, ouais. Et leurs enfants qui vont après eux étudier à la ville. Avec où ils peuvent payer l'appartement et tout, pas de problème, donc ils vont se reproduire tranquille. Et des véneries, voilà. Le curé, je savais pas qu'il y avait le curé, qu'on célébrait la Saint-Hubert. Alors vous connaissez le Saint-Hubert, d'ailleurs c'est une race, hein, c'est une race de chiens renifleurs. Vous connaissez peut-être cette gueule-là, je trouve qu'ils ont des gueules de ouf, les Saint-Hubert. Je crois que c'est les chiens qui ont le meilleur odorat parmi tous les chiens. Voilà, Saint-Hubert, chien, oui, voilà. Ouais, c'est des chiens comme ça qui tombent là. Attendez, je vous mets les Saint-Hubert. C'est ce truc-là. Vous voyez ? Avec cette gueule-là, putain, ils ont des trop bonnes gueules, quoi.
Regarde-moi ça. Alors eux, c'est pas eux qui mordent, hein. Eux, ils mordent pas, ils sont pas faits pour mordre, ils sont faits pour pister. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà. Donc j'avoue, j'aime bien les faits divers. Alors je vous conseillais du coup à la fois le hors-série de Society, mais aussi je voulais vous conseiller aussi parce que je l'ai pas encore vu, mais j'en ai lu du bien. C'est qu'apparemment sur l'affaire Laetitia, il y a un truc. Détrompe-toi, Usul, c'est pas trop la petite bourgeoisie rurale qui pratique la vénerie, c'est la grande bourgeoisie et les restes de la vieille aristocratie française. Oui, mais moi j'ai pas dit que c'était la petite bourgeoisie, hein. Je dis que c'est la bourgeoisie rurale. J'ai peut-être dit petite, mais c'est vrai que je pensais à des aristocrates dégénérés, avec quand même un peu de pognon, mais surtout du bien immobilier à la campagne. Voilà. Et Curtis, il ressemble à quoi? C'est vrai, Curtis, il ressemble à quoi? Je vais regarder s'il y a des photos, parce que c'est vrai que c'est plus intéressant de connaître. Curtis, chien d'Elisa, ouais, il y a des photos ou pas? Oh putain, le monstre. C'est un peu triste parce qu'il y a des photos d'Elisa aussi avec. Je vais vous montrer, hein, tant pis. Voilà, Théma la grosse gueule, quoi. C'est vraiment de la grosse mâchoire. Après, il a l'air gentil, c'est vrai qu'il a des jolis yeux, quoi. Mais t'as pas envie de te faire mordre par ça, quoi. Mais c'est pas le même, celui-là. Si, c'est le même. C'est lequel? Non, c'est celui-là, Curtis. C'est celui-là, parce que l'autre, il est dans l'article, il est décrit comme noir, avec justement un petit plastron blanc. Ça doit être lui. C'est une grosse gueule, quand même. Voilà, vous avez vu Curtis. Il a l'air gentil. Non, mais pas le noir, l'autre. Ouais, c'est un mix staff et machin. Ils ont dit que c'était un mélange entre un staff et un autre truc. Ouais, il est costaud, ouais. Donc l'hypothèse apparemment qui est retenue à la lecture de l'article, on se dit plutôt ce qui est possible, c'est que Curtis ait eu un accès de... Vu que c'est un chien qu'on a entraîné pour faire des jeux où il mord, pour faire des jeux un peu violents. Il y a notamment l'anecdote où après il a mordu quand même l'assistante vétérinaire, 15 points de suture dans le mollet, machin, et qu'après il avait pas du tout l'air traumatisé, qu'il avait pris ça un petit peu comme un truc normal, et qu'après il était redevenu sympa. Ça veut dire que ces accès de violence d'habitude ils sont stimulés. Et donc là, il est possible que la présence des hurlements de la meute un peu plus loin, des cris de la meute, apparemment faut dire les cris pour une meute, la présence de la meute un petit peu plus loin et les cris ait excité le chien, et qu'il y ait peut-être eu un chien ou deux de la meute qui se soit éloigné, mais encore il n'est pas sûr que ce soit possible. C'est chaud. Ça t'intéresse ces articles sur les faits divers glauques? J'en ai un pour toi sur cette histoire de meurtre à la Breaking Bad chez des étudiants de prépa à Toulouse, histoire de fou en 9 épisodes. Je connais déjà l'affaire parce qu'il y a un fait entrer l'accusé dessus. Où ils ont en effet essayé de dissoudre le corps dans une malle. La malle, pas la malle. C'est ça, hein, c'est de cette histoire dont tu parles. Et en effet, 2 étudiants plutôt brillants, des petits mecs timides et tout. Il y a un fait entrer l'accusé dessus. Merci, Persevergilgils. Ah, la pote d'une pote à moi, c'est l'histoire à Toulouse. Ouais, non, mais elle est horrible cette histoire. Elle est horrible, vraiment le truc a mal tourné. Propager des croyances comme ça sur les chiens, Usul n'est pas informé. Qu'est-ce que j'ai dit de bête? Qu'est-ce que j'ai dit d'idiot? Tu peux me dire, Queen Seiko, j'ai dit quoi? Parce que normalement, je connais un peu les chiens, moi. Les gendarmes chasseurs ayant dissimulé depuis le début. Alors ça, c'est vrai que ça aide pas le truc du gendarme, en sachant que les chasseurs invitaient le gendarme pour les petits cocktails et les machins. Ça, c'est... Ouais. Et pourquoi lire des faits divers? C'est pas le nouveau détective ici. Parce que ça permet de découvrir des mondes sociaux qu'on verrait pas s'il y avait pas ça, quoi. Puis les faits divers, mine de rien, paradoxalement, ça, t'en as dans toutes les classes sociales, quoi. T'en as dans toutes les classes sociales. Et donc du coup, ça permet de découvrir des mondes dans lesquels t'aurais du mal à avoir des infos.
sur le mordant qui pourrait dégénérer en attaque du maître. Mais là, en l'occurrence, c'est pas attaque du maître, vu que c'était pas son maître. Alors, ni Elisa, ni l'assistante vétérinaire, etc., étaient le maître. C'est peut-être aussi pour ça. Remarque, attends, il a attaqué le maître la première fois, il lui a arraché le pantalon. Enfin, dans l'examen médical. Après, voilà, quand tu élèves bien un chien, en effet, peut y avoir moins de problèmes, mais si tu l'élèves pas si bien, il a peut-être pas eu une éducation parfaite, il s'est peut-être pris des coups, des trucs comme ça, enfin. Il s'est fait baisser son froc. Bah ouais, quand même. Après, il y a un côté voyeuriste un peu à s'intéresser à la mort des gens comme ça. Bah, je sais pas. Je sais pas, parce que moi, je prenais, dans l'épisode qu'on avait fait sur les faits divers, par exemple, ça dépend comment on les traite. Je trouve que là, c'est intéressant de mettre ça en rapport avec le monde de la vénerie, avec la présence du colonel de gendarmerie, etc. Ça politise un petit peu le truc, même si là, c'est pas très très politique comme fait divers, même si finalement, il a eu un impact politique, parce qu'il a eu un impact dans l'opinion publique sur la perception qu'ont les gens de la chasse à courre. J'avais relayé un sondage sur Twitter, il y a une large, très très large majorité de Français qui maintenant est opposée à la chasse à courre. Alors c'est pas forcément... Le sondage date d'après cet accident, enfin ce fait divers, on va dire. Mais les Français sont quand même largement opposés à la chasse à courre. Ce fait divers a dû jouer dedans, donc c'est politique aussi, ça devient politique aussi. Et puis, tout dépend comment on le traite, c'est-à-dire qu'une femme qui meurt sous les coups de son mari, en soi c'est un fait divers, mais quand on en fait la chronique sérielle, comme le labo de Libé le fait depuis quelques temps, en fait ils prennent leur sens. Tu comprends, pour comprendre ce qu'il y a derrière, faut aussi regarder les histoires. C'est pas toujours des accidents. Les accidents, en tout cas, ils se produisent pour des raisons, et en regardant pourquoi, on peut aussi comprendre ce qui dysfonctionne dans la société, comment le passage à l'acte, machin. Une société, elle s'interroge aussi à ses limites. Et quand des gens transgressent à ce point la limite qu'ils en arrivent au meurtre ou à quelque chose comme ça, tu le fais pas sans un parcours particulier qui engage aussi la société dans laquelle t'as vécu, quoi. Bon, peut-être que je le défends pas bien, mais en tout cas, il y a des choses... moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et donc, le deuxième truc, ouais, c'est sur l'affaire Laetitia. France 2, apparemment, a fait un téléfilm qui est une adaptation. J'ai pas eu le cœur assez accroché pour le regarder, parce que je vous avoue que je suis pas non plus complètement à l'aise avec ça, hein. J'ai pas une passion morbide pour les faits divers. Justement, j'avais peur de lancer le truc et de tomber en bad méga glauque, et j'ai regardé autre chose ce soir-là. Je me suis dit, putain, j'aimerais bien regarder, mais j'ai peur que ça me foute trop en bas. Le meurtre de Laetitia, c'était... ouais, très bonne série sur l'affaire Laetitia, une bonne série de France 2. D'ailleurs, notamment inspirée par le bouquin de Pascal Marie-Chalard sur l'affaire Laetitia, qui, pour le coup, revient aussi... je vais voir si je le trouve. L'affaire Laetitia, qui, pour le coup, politise aussi le truc. Et te renseigne sur, par exemple, ce que c'est que... voilà, il y a des faits divers. Je crois que c'est dans le cadre de l'affaire Laetitia. Je crois que c'est une enfant de l'assistance publique qui s'occupe de ces gens, en fait. Qui s'intéresse aux histoires de ces gens qui viennent de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, et qui se retrouvent plus tard à la rue, à la merci, fragilisés, etc. Bon, bah, grâce aux faits divers, parfois, grâce ou à cause d'eux, on va se pencher sur ce genre de trucs. Pascal Marie-Chalard, je crois, Marie-Chalard. Je vais retrouver. Affaire de Pornic. C'est ça? Non, Laetitia Hallyday, mais pas du tout. Non, je sais plus qui c'était. Je dois dire des conneries. Vous avez la... Ah, c'est Jablonka, c'est Yvan Jablonka, je me suis planté. Yvan Jablonka, vous avez raison. Salaud! Jablonka. Et l'affaire s'appelle Laetitia ou la fin des hommes. Laetitia ou la fin des hommes est une biographie sous forme d'enquête ou roman vrai, écrite par l'historien et écrivain Yvan Jablonka, paru en 2016 aux éditions du Seuil. Le livre a reçu le prix Médicis et le prix littéraire du Monde en 2016. Partant d'un fait divers, l'assassinat de Laetitia Perret en 2011, le livre brosse le portrait de la société française en évoquant les médias, la justice, le gouvernement, les zones périurbaines. Au-delà de la vie et de la mort de la femme, il s'agit d'une réflexion sur les violences faites aux femmes et les féminicides, ainsi qu'une radiographie sans complaisance de la France au début du XXIe siècle. Et voilà, ça a été adapté à la télévision en 2020 par le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade. Le livre ainsi que la mini-série éponyme peuvent être rattachés au mouvement MeToo et Balance ton porc. Vous voyez comment le fait divers, c'est pas que du fait divers. Merci Edry Wing. Sympa de te suivre aussi régulièrement. Bah, je fais ce que je peux. Voilà. Au revoir Frégia, merci d'être passé.
J'aime pas trop jouer Blanca. Très bien, Yvan joue Blanca. Très bien. Pourquoi les mœurs c'est classé fait divers? Ça rend ça moins fort, je trouve. Bah, fait divers, en général, c'est sur des gens qui normalement n'ont pas une importance, sont pas des personnalités notables. Si demain Macron meurt, ce sera pas un fait divers, ce sera un fait politique. Ce sera terrorisme. Un attentat terroriste qui a des revendications politiques dès le début n'est pas un fait divers. Il est classé comme un événement politique. Un fait divers, c'est quand vraiment ça se passe à la marge, sur des inconnus, que ça aurait pu ne pas se passer, que c'est contingent presque. Et pourtant, en fait, quand on rentre dans le détail, c'est pas si contingent que ça, parce qu'il y a toujours des raisons, quoi. Il y a toujours un monde social derrière, une toile sociale. Enfin, je vais répéter ce que j'ai dit. Bah, c'est ça, c'est relatif, hein, le fait divers. De toute façon, c'est les journalistes qui classent, et on a des catégories qui répondent à ça. Vous avez pas des questions pour Ariane Chemin, du coup, qu'on recevrait lundi soir? Hein? Donc, si les inconnus sont assassinés, c'est un fait divers? Oh là là, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Je vais me resservir un café. Les tueries aux US par des fachos, ça commence à être de l'ordre du fait divers. Ouais, mais vous voyez que là, déjà, c'est plus polémique d'appeler ça fait divers quand il s'agit quand il y a des revendications politiques ou un background politique qui est quand même assez clair. Putain, mon café est tiède maintenant. Outreau, c'est passé de fait divers à justice puis politique. Exactement. L'affaire Grégory, tu peux partir de l'affaire Grégory et alors c'est un fait divers. Mais derrière, c'est passionnant, si vous avez vu le docu sur Netflix, ou même le Fait entrer l'accusé, qui est très bien fait, et plus long que les autres d'ailleurs. L'affaire Grégory, c'est passionnant pour voir comment les médias, comme Outreau d'ailleurs, hein, comment les médias s'emparent des faits divers, et en font à un moment... comment les médias ne font pas qu'observer, mais agissent sur les sujets desquels ils s'emparent, et finissent par jouer un rôle dans ce qu'ils devraient se contenter d'observer, quoi. Alors, Guillaume dit les faits non, Ariane Chemin, est-ce qu'elle sait où en est l'enquête et pourquoi on n'en sait toujours pas plus? Tu parles de l'affaire du mystère de Ray. D'ailleurs, je vais lui demander, de confirmer sur cette histoire de titres différents. Mystère de Ray, mystère de la forêt de Ray. Je vais lui demander de me confirmer pour le titre. Voilà, les Pinsons Charlot ont écrit sur la chasse à courre et ils nous mettent en garde contre le préjugé selon lequel la chasse à courre est l'apanage des plus riches. D'accord. Bah de toute façon, je sais plus ce que j'avais lu de eux, ça devait être un article qui disait qu'en fait, derrière un ou deux bourges, il y a toutes leurs cours informelles qui comptent pas que des riches. Peut y avoir l'épicier, peut y avoir des gens du village, leurs amis, le médecin, machin, mais pas que des riches. Parce qu'en fait, c'est une forme de sociabilité rurale comme d'autres, même si elle se fait autour de la personne qui a les moyens d'entretenir un élevage de chiens, et tout le monde n'en a pas les moyens, et donc on retrouve quand même les riches en bonne place quand même. C'était quoi l'affaire qui a amené à l'abolition de la peine de mort? Je me rappelle plus. Comment fait-on le suivi sur plusieurs années de ces histoires? Ouais, suivi, le temps long, le rapport au temps long. Le rapport au temps long, oui, il y a une question là. Est-ce que les analyses sont suffisamment fiables pour tirer une conclusion sur le coupable? Bah ça, on verra plus tard. Grégory, c'est passionnant comme histoire et surtout comme avec rebondissement, etc. Ouais, mais vous voyez le rôle de la presse. Si vous connaissez bien l'affaire, vous connaissez Jean Kerr, le journaliste de Paris Match, photographe, qui du coup a un vrai rôle dans l'affaire parce qu'il empêche dans un premier temps le mari, comment il s'appelle? Le mari là de tuer l'autre. Putain, j'ai plus les noms. J'ai le nom du journaliste, mais j'ai pas retenu le nom des gens les plus connus finalement. Le documentaire sur Netflix de l'affaire Grégory est incroyable. Bah, si tu connais pas l'affaire, le documentaire sur Netflix est très bien. Si tu le connais, t'apprendras pas grand chose de plus, il me semble. Des nouvelles de Benalla et son coffre, ouais, l'affaire Benalla, on peut lui demander comment elle a sorti ça. Moi, à mon avis, il y a une fuite. Enfin, je sais pas, on va voir. Salut, ça a commencé quand? Ça a commencé il y a un peu plus d'une heure. Je saurais pas dire là. Bah tiens, il me le dit pas, hein. Il me le disait avant Streamlabs. Ah non, c'est 1h26, voilà. Éric Zemmour a-t-il réussi à faire le lien entre l'affaire Curtis et l'islam? Un meurtre est un fait divers comme un article sur une fête de village. Non, un article sur une fête de village, c'est pas un fait divers. Fait divers, faut au moins un chien écrasé quand même. Ça me semble simple à résoudre. Moule de la gueule du chien, comparer les blessures. Bah, il y a des analyses ADN aussi que tu peux faire tout simplement. Est-ce qu'il y a de la salive, machin? Mais ils sont plutôt partis sur les analyses ADN.
Pour Ariane Chemin, est-ce qu'elle est allée sur place pour récolter des infos ou c'est seulement du taf de desk? Je pense qu'elle est allée sur place. Hein. À mon avis, vu la variété des témoignages et tout, c'est même plus simple d'aller sur place en fait. Le pullover rouge. J'habite à Troncé dans l'Allier, je ne connais que trop bien la chasse à courre. Pullover rouge. Quoi le pullover rouge? Quoi le pullover rouge? C'est quoi votre question sur le pullover rouge? L'affaire du pullover rouge. C'est quoi le pullover rouge? Ah, l'affaire Ranucci, la peine de mort. D'accord, oui, c'était Ranucci. Kerr, l'homme qui divise, on l'aime ou on le déteste. Ah, Villemain, les époux Villemain, c'est ça. Qu'elle réponde à la question que je me pose souvent. Comment concilier le fait de raconter une histoire et de présenter des faits? Car finalement, on ne sait que peu de choses et inévitablement, elle va créer des personnages de l'histoire. Ah, ok, donc là, ça c'est une bonne question sur la narration, parce que là, c'est vrai que c'est de l'article à l'ancienne, la frontière entre narration fidèle et narration entraînante. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas l'AFP, quoi. Enfin, c'est ce genre d'article-là, c'est pas l'AFP, c'est pas des brèves, quoi. Il faut que ça fasse un récit. Et en même temps, ça marche. Hein. D'ailleurs, tiens, je pourrais lui parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et de ce hors-série de Society. Est-ce que ça l'a interpellé? Le succès de ce hors-série Society, moi, ça m'a interpellé. C'est vrai que c'est intéressant. Et ça a sacrément aidé aussi Society. Salaud. Merci, je sais pas qui. Merci la Maillotche. Une question, dans le cas de l'article qu'on a lu, quelle est la répartition entre enquête de terrain et enquête en ligne et comment intégrer le doute et ou la qualité des preuves ou trouvailles dans le récit de l'article? Ouais, c'est un peu vague, mais en tout cas on reparlera de cet article. J'ai lu qu'elle a porté plainte contre un journal. Ah bah moi j'en sais pas plus. Elle a porté plainte contre quel journal? Moi, faudrait que j'en sache plus pour poser une question précise. Regardez à droite du compteur de viewers pour la durée du stream, en place depuis 1 mois ou 2. Merci Wanda. Salaud. Merci Morphaman, qui est de droite aussi. Les moules des dents, ça a été débunké comme méthode. Ah bon, c'est pas efficace ça? Ça marche pas les analyses dentaires. Bah oui, c'est vrai que ça me paraît plus simple le truc de la salive, mais enfin... Et du sang, parce que de toute façon le chien avait du sang aussi. Quelqu'un demandait c'était quoi l'affaire sur la peine de mort, Ranucci, bon ça c'est bon, on a répondu. Un fait divers qui m'a beaucoup marqué, Estelle Mouzin, je voyais des affiches de sa disparition partout, étant petite, et nous sommes nés le même jour, même année, son sort est terrible. Ah oui putain, oui. Merci Jules pour tes streams, c'est vraiment bien ce que tu fais, continue et vive l'éducation poulaire. Alors poulaire ça doit être populaire, mais merci à toi la Maillotche. Pour Eva de Toulouse, c'était pas plutôt Crime que fait entrer l'accusé? Non, Crime c'est de la merde, regardez pas Crime. Crime c'est vraiment de la merde. Vraiment, si vous voulez regarder des faits divers, faites entrer l'accusé, quoi. Faites entrer l'accusé, on y revient. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ils ont du pognon. Ils ont du pognon relativement à ce type de format, c'est-à-dire que je trouve ça élégant, je trouve ça bien fait. Ils font pas des reconstitutions de merde avec des faux personnages et tout. Ils font des ambiances. Donc s'ils te parlent d'un truc qui s'est passé, ouais, ils vont peut-être faire la reconstitution d'une voiture au loin qui part, machin. Ils vont prendre des images de ce village-là, un matin brumeux, si le fait divers s'est passé un matin brumeux, et tu vas avoir des images du journal, du village, machin. Donc c'est beaucoup plus élégant que Crime, qui va faire des trucs vraiment beaufs, quoi. Et surtout, faites entrer l'accusé ne traite que des affaires jugées, dont le verdict a été rendu. Donc ça permet de pas raconter n'importe quoi, de pas parasiter l'instruction aussi, c'est logique, de pas parasiter l'instruction. Et donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sérieux, quoi, je trouve, faites entrer l'accusé. Puis en plus c'est beaucoup mieux écrit, c'est beaucoup mieux. Moi je trouve vraiment ça bien écrit, bien monté. C'est top, quoi. Pourquoi avoir pris un ton assez descriptif et factuel sans faire un peu d'investigation perso? Moi je trouve qu'elle a fait un petit peu d'investigation. Il y a des trucs qu'il n'y a que elle qui les a, parce qu'elle a interrogé elle a interrogé le veneur là, truc comme ça, quoi. Estelle Mouzin s'est confirmé que c'est Fourniret. Bah il me semble que c'est ce qui s'était dit. Pognon égale fric.
Faites entrer l'accusé, c'est bien réalisé, super bien documenté, avec les intervenants et les acteurs de l'époque, très intéressant mais anxiogène si vous espacez pas vos visionnages. Ah bah oui, enchaînez pas les faites entrer l'accusé. Moi j'ai fait ça à un moment, je vous le conseille pas non plus. Mais c'est vrai que par exemple, ouais, voilà, quand tu dis super bien documenté, t'as complètement raison, Jet Streaming, ils sont capables de te retrouver le gendarme qui, il y a 20 ans, a retrouvé le corps, ils vont te retrouver les gendarmes qui ont mené l'enquête avant d'être dessaisis de l'enquête parce que la police judiciaire de la grande ville d'à côté s'est retrouvée, et puis là il va y avoir aussi le juge, et puis il va y avoir l'avocat des parties civiles, et puis l'avocat de la victime. Il y a toujours une place pour l'avocat aussi de l'accusé, etc. Donc vraiment c'est très très bien c'est très très bien fait. Et puis Dr House, c'est pas Mickey Mouse, merci Archouille. Bon, il va être temps de passer au bourdin malin, hein. Quand même. Le bouquin de Fassin sur la mort d'un voyageur nous éclaire sur les différentes façons d'appréhender un fait divers et sur comment des intérêts divergents peuvent faire aboutir à des récits vérités radicalement différentes. Fassin, donc c'est Didier Fassin ou c'est Éric Fassin? Affaires sensibles, j'écoute pas France Inter, moi je suis trop France Q, moi. Mais c'est sans doute très bien. Bah, vous allez voir ce que c'est que le bourdin malin. De toute façon, on n'a plus trop de temps, là, il est 18h, donc on va bien passer 1 heure sur le bourdin malin. Mais il va falloir que j'aille pisser, en gros. Non, allez, non, même pas. Je suis plus fort que la vessie. On va même pas aller pisser. Zou. Alors, le bourdin malin, c'est pas compliqué, hein, le bourdin malin. On regarde une interview de Bourdin qui dure 20 minutes, sauf qu'on fait pause tout le temps et on essaie de deviner les questions que va poser Bourdin, et surtout les réponses éventuelles que pourrait faire le ou la invité. Le ou la invité, c'est pas terrible de le dire comme ça. Enfin bon, ça va être un petit peu ça l'idée. Donc moi, je vous rebascule là. Faut que je réponde aussi à quelques textos. Ah oui, ça va peut-être ça ma petite pause juste avant le bourdin malin. Parce que qui c'est qui me parle? Il y a un pot ou pas? Passe après, wesh. Mais attends, mais je sais pas moi où. Moi je dois aller à une expo, à une expo de street art, donc je peux pas aller boire des pots. Ou alors j'annule l'expo de tweet art et de street art et je vais juste boire des pots. Putain, je suis un tel bobo, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je m'auto-cancel. Je vais voir une expo, voilà. Comment t'as toujours un T9? Bah oui, ça doit être un vernissage, vu que c'est l'ouverture de l'expo. Normalement, ça s'appelle un vernissage. Alcool supérieur à la culture. Mais normalement, dans les expos, si c'est un vernissage, il y a à boire, hein. Il y a au moins du vin, hein. Il y a au moins du vin blanc, hein. Et s'il n'y a pas trop de thunes, c'est du vin blanc au cubi, je l'ai déjà vu. Et s'il y a de la thune, on boit bien. Donc je vais voir une expo. Voilà, je vais répondre comme ça. Expo, je vous dis à quelle heure je sors. Voilà. En même temps, j'y vais à 20h, donc si je sors à 22h, c'est pas zinzin. Voilà, vous avez tout mon programme. Je vais boire une expo. MDR, street art en galerie. Oui, je sais, moi aussi, c'est un paradoxe qui ne m'a pas échappé. C'est un paradoxe, même le street art sans bourgeoise, hein, on est d'accord. Est-ce encore du street art quand c'est dans une... Est-ce encore du street art quand c'est dans une galerie? Très bonne question. Vous avez 4 heures. Sinon tu vas boire un pot à l'expo. Bah, je pense que c'était ça le plan. Ensuite à minuit du Crusader Kings. Oh non, parce que je ne stream plus bourré, figurez-vous. Parce que je vais avoir 35 ans. C'est l'âge de la maturité. Et du coup on arrête les bêtises. Voilà. Bon. Depuis que Blansky... Alors toi tu dis... Déjà que tout le monde se plante quand ils écrivent. Il y en a beaucoup qui écrivent Bansky. Alors c'est Banksy. Alors toi tu dis Blansky. Mediapart, ils peuvent pas t'offrir un téléphone qui marche. Non, un tel avec écran tactile. Mais c'est pas une question de... Bah, je vais vous expliquer puisqu'on y est. Puisqu'on est sur le téléphone. On va finir sur le téléphone. Ça... passe après. Donc ça j'ai répondu. Voilà. En fait, ça me permet... Moi j'en connais d'autres, hein, des youtubeurs, des influenceurs, j'en connais pas mal, et il y a quand même un truc qui m'agace chez mes collègues,
tous autant qu'ils sont, hein, presque. J'ai envie de dire presque tous. C'est le temps qui passe sur leur putain de téléphone, avec leur putain de notif Twitter. T'es là à parler avec eux, et puis d'un coup, il y a... Alors attends, je fais une story. Ouais, on boit un coup, machin. Pas tous, hein. Là, je te prends un cas un peu extrême, mais bon, je trouve ça très agaçant. Et puis surtout, j'aime bien le fait que quand je sors, je trimballe pas mon boulot avec moi, je vous trimballe pas vous avec moi, je trimballe pas Twitter avec moi. Et je suis pas tenté, quoi. Je suis pas tenté. Vous savez ce que ça me permet d'autre ? Non seulement en plus de ça, c'est-à-dire en plus d'être tranquille et de pas être obsédé par les notifs. Alors vous doutez bien qu'en plus quand j'ai des situations de cyberharcèlement, de raids de l'extrême droite qui pourrissent toutes mes boîtes, machin, en plus j'ai même pas... Pareil, je pars de chez moi et j'ai plus rien. Et puis ça me permet tout simplement d'avoir du temps pour putain de lire. On n'est pas plus fort que nos envies, que nos passions, que nos instincts, que notre conditionnement. Si on a un téléphone dans la main avec tout à portée de main, et ben on va l'ouvrir tout le temps. Et puis si je veux les actus, je vais être sur Twitter, je vais lire les trucs là. Là, quand je sors, j'ai rien à lire, donc j'ai toujours un bouquin sur moi. J'achète la presse papier quasiment tous les jours. Grâce à ça, en fait. Si j'avais un téléphone portable tactile, je pense que je le ferais pas. Alors, des fois, je me pose la question quand même. Je me dis, c'est pas très pro. Du coup, je peux pas avoir d'Instagram, tu vois. Je pourrais avoir un Instagram un peu péteux où je prendrais en photo les bouquins que je lis, les bières que je bois, les gens avec qui je suis. Tu vois, j'irais au truc de street art. Je fais un truc de street art et puis je deviendrais un connard insupportable aussi. Ça, c'est pas compliqué. Merci, Toff On. Donc voilà. Donc du coup, on n'est pas plus fort que nos envies, on n'est pas plus fort que les algorithmes et ce qu'ils arrivent à nous contrôler au niveau de l'économie de l'attention et tout. Donc moi, je trouve que les meilleures manières de lire, par exemple, si je veux lire plus dans ma vie, bah c'est déjà de pas avoir de téléphone avec Internet, quoi. Du coup, je lis plus. Alors, tu es contre la 5G ? Eh ben, figurez-vous que lundi, l'épisode d'Ouvrez les guillemets portera sur la 5G. Voilà. Donc vous en saurez un petit peu plus. J'aime ton état d'esprit vis-à-vis du téléphone, je m'en détache de plus en plus aussi. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont en revenir de ça. Enfin, je sais pas, mais parfois, je vous avoue, je suis quand même titillé en me disant, ouais, quand même, ce serait pratique. Bah ouais, c'est pratique, parce que là où je suis emmerdé, il y a quand même 2-3 trucs pour lesquels c'est emmerdant, où ça devient quand même difficile de vivre sans un smartphone. Uber, je peux pas, tu sais, il est 3h du mat, je suis un peu loin, avec, mettons, une copine, donc c'est chiant de marcher dans la nuit avec une femme. Normalement, tout seul, on est plus tranquille, mais avec une femme, elles aiment pas marcher dans la nuit dans la rue en ville, et c'est bien normal. Donc le Uber, c'est quand même bien pratique. Alors tu prends un vélo, très bien, ou une trottinette. Pareil, il faut scanner le QR code pour pouvoir prendre la trottinette électrique. Bon, il y a des cas comme ça où en fait pas avoir de téléphone portable, c'est un peu chiant. Après, ça me permet un autre truc, c'est que moi je suis quand même balèze en orientation, mais c'est vrai que pour se retrouver quelque part, moi ça m'arrive assez souvent. Quand je pars quelque part, bah, je note l'adresse, je fais ma petite recherche Google Street View et je recopie à la main le plan dans mon petit carnet de notes. J'ai toujours mon petit carnet de notes et je recopie à la main le plan pour m'y retrouver. Bon, alors ça fait un peu les amiches, hein, mais en vrai ça marche, hein, comment ils faisaient avant les gens. Bah, ils faisaient ça, ils prenaient l'adresse, ils regardaient dans le plan et puis voilà, quoi. Mais c'est même pas le boomer, hein, parce que vos parents, ils ont un smartphone. Moi c'est plus à niche, quoi. Mais non, mais c'est la décroissance, merde. Moi je suis décroissant du téléphone. Voilà. Bon, et puis je suis peut-être vieux aussi, je suis peut-être un vieux con. C'est rare les mecs de 87 ans sur Twitch.